des spécialistes, l'affaire des techniciens, mais l'affaire aussi de tous ceux qui ont à cœur d'aider à sauver des vies. Parmi ceux qui veulent sauver des vies, j'ai compris qu'il y avait des étudiants dans des écoles d'ingénieurs ou même des écoles de commerce, bref, des jeunes qui ont au moins autant d'imagination que moi et qui peuvent vouloir mettre cette imagination au service d'actions solidaires et humanitaires. Cette imagination, alors les projets des finalistes, ils sont évalués selon deux critères, des critères de faisabilité, mais aussi de réalité économique. Est-ce que ces étudiants, ils sont au fait, est-ce que leurs projets sont réalistes, qui ne sont pas forcément au fait de la réalité humanitaire? Vous savez, pour inventer, je crois qu'il faut savoir rêver. Mais il faut être aussi, pour que ça marche, pour que ça se réalise, pour que ça se concrétise, effectivement un peu pragmatique, un peu lucide, un peu objectif, et puis il faut être aidé. Alors notre challenge met en rapport et en compétition des jeunes de différentes écoles qui peuvent offrir au concours et à la compétition leurs idées, et puis des coachs qui peuvent être des grands témoins de l'action humanitaire, qui peuvent être des chefs d'entreprise, qui peuvent être des experts, techniciens. Bref, il faut, je crois, savoir rêver, mais en même temps avoir les pieds bien posés sur terre et voilà, et l'aide de ceux qui savent, l'aide de ceux qui aussi, avec beaucoup de générosité, accompagnent notre challenge. Alors, donc cette aide, comment derrière, si vous voulez, quelles aides vous donnez à ces finalistes pour mettre en place concrètement leurs projets, financièrement? D'abord, ils sont d'une part coachés par des chefs d'entreprise. Je voudrais citer Orange, qui nous aide beaucoup dans le domaine des télécoms ou du web, ou d'autres, comme Veolia, pour le développement durable, puisque notre challenge de cette année est placé sous ces grandes enseignes, non pas économiques, mais technologiques. Donc, nous les aidons en les faisant accompagner par des experts, par des grandes entreprises. Nous leur remettons aux lauréats des prix, et des prix... 5 000 € pour développer un prototype. Et des prix qui peuvent rester modestes à l'échelle d'une grande invention, mais qui souvent met le pied à l'étrier de ceux que nous aidons. La première année de notre challenge, eh bien, ce sont des étudiants qui se sont penchés sur un outil capable de purifier l'eau saumâtre. L'année dernière, ce sont des jeunes qui ont inventé un lit de carton qui peut servir effectivement à abriter, à équiper des victimes de catastrophes. Et aujourd'hui, ces lits sont expérimentés au Niger, lieu de toutes les catastrophes, y compris politiques comme nous les connaissons. C'est la 3e édition du Challenge Humanitech. Alors chaque année, il y a une petite spécialité. Cette année, la francophonie sera mise à l'honneur. En quoi on peut dire que la francophonie, quelque part, c'est un acteur humanitaire de premier plan? D'abord parce que le principe, la philosophie de la francophonie, c'est la solidarité. Mais aussi parce que le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie est un grand homme qui s'appelle Abdou Diouf, qui a été président du Sénégal et qui est le parrain de beaucoup de nos activités. Il soutient avec beaucoup de cœur, et je dirais même de passion, ce projet des casques rouges, et ce depuis le premier jour. Cette année, après Haïti, il a appelé à la responsabilité des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie pour qu'ils viennent soutenir notre projet. Grâce à lui, de nombreux chefs d'État se sont déjà manifestés, et il nous en manque encore quelques-uns. C'est peut-être pas à votre antenne que je dois faire l'appel, mais tout de même, il nous manque encore quelques chefs d'État qui viendraient apporter leur voix pour que l'on puisse utilement présenter une résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies et qu'enfin, ce projet de casque rouge voit le jour. Alors dans toutes vos initiatives, les jeunes ont une place de choix, mais aussi chez nous, les internautes ont une place de choix. Il y en a un qui a souhaité vous poser directement une question, on la découvre tout de suite à l'écran. Sur quel domaine l'innovation humanitaire doit-elle se focaliser? Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'innovation ne doit pas avoir de limite ni de champ. Mais
pour notre concours, cette année, pour notre challenge, nous nous sommes contentés, ou nous avons concentré notre champ au web et au télécom. D'accord. Alors, soyons honnêtes l'un envers l'autre. Nicole, toujours. Regardez-moi, droit dans les yeux. C'est vrai que ce challenge, il fait intervenir plus de 200 étudiants, des plus grandes écoles et universités. Est-ce que, pour eux, franchement, est-ce que c'est pas un moyen de faire valoir le prestige de leur école, ce type de challenge, et du coup d'initier une espèce de compétition l'un envers l'autre? Écoutez, lorsque la compétition a pour but de mettre son savoir, son intelligence, son imagination au service de l'action humanitaire, je n'ai pas d'autres états d'âme et je ne me pose pas de questions. Ce que j'observe, c'est qu'effectivement, de nombreuses écoles ou grandes écoles veulent s'associer à nos projets. Mais welcome! Que toutes les écoles et que tous les étudiants soient bienvenus à nos côtés, parce que nous ne faisons rien que vouloir servir notre idéal, notre objectif, sauver des vies. Donc c'est une compétition plutôt extrêmement saine. On est d'accord. Alors depuis 2006, on va revenir vraiment sur le rôle de la Fondation Casques Rouges. Depuis 2006, vous œuvrez à la reconnaissance des Casques Rouges à l'ONU. Aujourd'hui, vous en êtes où? Alors d'abord, il faut que je rappelle peut-être que les Casques Rouges sont dans notre esprit des frères humanitaires des Casques Bleus, dont nous voulons un jour, le plus vite possible, fêter la naissance à l'ONU. Que seraient des frères humanitaires des Casques Bleus? Non pas une nouvelle armée, mais un état-major de coordination de l'action humanitaire. Dois-je vous rappeler que les Casques Bleus n'interviennent que dans des situations de conflit? Ce sont des militaires. Nous voulons créer un corps qui soit 100% humanitaire, d'où l'intérêt de le placer sous l'égide de l'ONU pour avoir cette garantie également de neutralité et d'impartialité. Et nous voudrions confier à ces Casques Rouges, qui seraient un état-major et une force d'appoint, le rôle de recenser hors période de crise tout ce qui existe sur cette planète de moyens humains et matériels en matière d'action humanitaire. Et pour que le jour d'une catastrophe, le jour J d'une catastrophe, je dirais même l'heure H d'une catastrophe, eh bien cet état-major soit capable de dire quelles sont les équipes de secours qui sont très nombreuses, presque trop nombreuses maintenant. Et c'est presque un peu le drame de l'action humanitaire. Pour que ces équipes de secours qui puissent intervenir sur un théâtre de crise soient celles qui soient le plus proches géographiquement ou le plus expertes techniquement. Rappelons-nous d'Haïti. Je crois que ce qui aura été le plus dramatique sur le plan de l'organisation de l'action humanitaire, c'est que toutes les équipes du monde aient voulu, par générosité, se précipiter sur l'aéroport de Port-au-Prince, au point de le saturer. Et au point, et j'y étais au lendemain de cette catastrophe, de voir qu'on avait refoulé des équipes de secours qui étaient les plus pertinentes dans les premières heures et les premiers jours, c'est-à-dire, par exemple, des sauveteurs avec chiens pour rechercher les gens sous les décombres. On n'a pas pu les laisser rentrer parce qu'on avait fait rentrer des techniciens de la reconstruction, comme des électriciens, que des gens qui, encore aujourd'hui, un an après, n'ont toujours pas trouvé à œuvrer sur le terrain. Vous avez quand même un discours assez alarmiste là-dessus. C'est-à-dire que tout le monde, tous les grands acteurs sont unanimes sur votre initiative. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qui freine votre reconnaissance à l'ONU? Eh bien, écoutez, il y a toujours une dimension politique qui veut que un projet comme celui-là doit inciter des chefs d'État et de gouvernement à se mettre tous autour d'une même table un jour J pour trouver un terrain d'entente, un consensus et se mettre d'accord sur la nomination, entre guillemets, du chef d'orchestre qui pourrait organiser et coordonner l'action humanitaire. Eh bien, ces réunions politiques-là sont difficiles à organiser. Pour autant, non seulement je ne désespère pas, mais je dois vous dire que notamment depuis l'appel lancé par le président Diouf, le secrétaire général de la francophonie, de nombreux chefs d'État et de gouvernement ont manifesté leur soutien officiel en Afrique, en Asie, jusqu'au Vatican. Alors nous sommes sur la bonne voie, il faut persévérer et nous obtiendrons gain de cause parce que nous n'avons encore une fois qu'un seul but. C'est vraiment faire en sorte à la fois de sauver des vies, mais aussi de satisfaire
tous ces acteurs humanitaires qui donnent tellement d'eux-mêmes et qui souvent se retrouvent frustrés de ne pas être assez utiles et efficaces dans les premières heures. Alors, on va revenir justement sur cette catastrophe d'Haïti. Cette rentrée 2011 marque le triste anniversaire de cette catastrophe qui, je rappelle, a fait plus de 230 000 victimes. Et pour cela, votre fondation va plus loin et a décidé d'organiser une conférence le 26 janvier prochain. Qu'est-ce que vous allez proposer pendant cette soirée? D'abord, comme nous l'avons fait d'ailleurs à l'église de Notre-Dame il y a quelques jours, le 12 janvier, d'abord rendre hommage aux victimes de cette catastrophe. Vous citez le chiffre de 230 000, mais je redoute qu'il soit encore plus important que ça, parce qu'en Haïti, aujourd'hui, impossible de procéder à des opérations de recensement. Donc rendre hommage aux victimes, et puis rendre hommage au peuple haïtien, qui a été si durement frappé, si durement marqué, et qui malgré tout reste debout, reste digne, essaie de contrôler, en réalité de se contrôler, pour ne pas sombrer dans des actions anarchiques qui pourraient, comment vous dire, qui pourraient favoriser des situations de chaos extrêmement dangereuses pour ce pays. Donc, d'abord un hommage aux Haïtiens, et puis peut-être un tour de table pour qu'on essaie de se poser les bonnes questions. Qu'en est-il d'une action humanitaire qui, malgré toute cette mobilisation internationale, n'a vu que de la désorganisation? Qu'en est-il aussi d'un pays dans lequel, au lendemain de cette catastrophe, étaient déjà annoncées des élections présidentielles telles que, quel que soit le chef d'État en cause, il n'avait déjà aucune crédibilité auprès de son peuple, pas plus que de crédibilité auprès de tous ces grands pays donateurs qui ont promis 10 milliards d'euros et qui n'en ont pas versé autant à ce jour. Il y a beaucoup de questions qui se posent. J'avais envie de les poser avec des experts, de le faire avec des jeunes également, à l'ESG, qui est une bonne école de commerce, qui souvent soutient nos actions. Et puis je voulais aussi pouvoir faire une petite parenthèse, que j'espère musicale, parce que le peuple haïtien compte de très nombreux talents en matière artistique, en matière littéraire. J'ai croisé quelques musiciens que j'ai envie d'inviter à cette conférence pour qu'ils nous aident aussi à chanter pour la reconstruction, pour la dignité humaine, pour une meilleure organisation des secours. Et puis voilà, pour qu'on ait un petit peu d'espoir. Alors Nicole, on va terminer sur une note un peu plus positive. On va revenir sur le cœur de votre combat actuellement, à savoir le challenge Humanitech. Vous connaissez l'émission par cœur. Je vais vous donner 15 secondes pour terminer l'émission. Allez, pour nous donner la recette pour gagner ce fameux challenge Humanitech top chrono. Eh bien, je dirais à tous ces jeunes qui veulent nous rejoindre cette année qu'il y a à la fois à gagner un prix, mais il y a aussi à se faire plaisir en essayant de donner le meilleur de soi-même par la voie de l'invention, par la voie de l'innovation, par la voie aussi de la solidarité et de la générosité. Ce qui nous rassemblera tous, c'est à la fois d'entrer dans une compétition la plus belle, la plus noble qui soit pour sauver des vies à terme, mais pour déjà se faire plaisir et avoir de très très belles rencontres et aventures humaines avec tous ceux qui seront autour de la table. Avec vous, Nicole Gage, en tout cas, c'est pas 15 secondes, c'est plutôt 1 minute. Le temps s'étend, mais au moins le principal, c'est que... Je ne veux pas compter. Exactement. Pour vous dire que j'aime ce projet parce qu'il fait une place importante à la jeunesse. Bien sûr. Et que c'est à elle qu'il faut penser à la fois pour comprendre l'action humanitaire, mais aussi pour la mener aujourd'hui et demain. Et je rappelle aux téléspectateurs qui pourront retrouver d'ailleurs sur les différents sites internet qui s'affichent en bas de l'écran comment s'inscrire pour ce challenge Humanitech et toutes les infos concernant aussi la fondation Casque Rouge. Merci infiniment, on vous Nicole attend Gage. nombreux. Mais j'espère bien, on sera au rendez-vous comme à chaque fois. J'espère que vous viendrez nous revoir pour votre prochain combat. Laissez-moi encore 3 secondes pour remercier Énergie qui est toujours à nos côtés. Parfait, merci beaucoup. 3 secondes, c'est nickel. Et je rappelle, donc, vous êtes ancien ministre et présidente de la Fondation Casque Rouge à l'initiative du 3e Challenge Humanitech, donc, qui se déroulera le 20 mai prochain à la cantine à Paris. Merci beaucoup. Point com, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain avec un nouvel invité. Ciao, bye bye.